C'est une conscience en plusieurs temps. Peut-être que d'abord, il y a le désir d'être dans ce pays-là, justement, d'être dans ce pays fantastique. Alors, avec des contextes. Alors, par exemple, un écrivain fantastique qui est une immense dame, mais qui est très très peu connu, et que donc j'aimerais bien citer, c'est Shirley Jackson. Donc, le fantastique, souvent, c'est un travail sur la nouvelle. Voilà. Donc, il y a ce goût de lire ça, peut-être parce que ça fait la relation entre une sorte de transformation de soi-même, quelque chose qui est une maturité personnelle, quelque chose qui est un chemin de l'homme, quoi, même si c'est une dame qui vous parle. Voilà, quelque chose qui est une... comment dire ? Oui, le fait de faire son propre chemin, de faire son existence, de mûrir, etc. Bon, ça, c'est l'aspect personnel, intérieur, intime, etc. Et aussi l'environnement, et aussi la société dans laquelle on s'inscrit, et aussi la période, et aussi le temps. Et le fantastique, il me semble que ça fait la relation entre les deux nécessités pour moi, qui sont à la fois cette espèce de lest intérieur, sans quoi l'écriture est vaine, à mon sens. Et à la fois cette confrontation, tu disais ça cogne, voilà, à la fois cette confrontation avec un temps qui est toujours un écrasement de la liberté individuelle, enfin, je pense quelles que soient les époques, et dont il est, à mon avis, de notre devoir d'œuvrer, de travailler pour que cet écrasement des libertés et justement de ces transformations possibles intérieures soit le moins puissant possible, soit le moins virulent possible. Donc voilà, ça c'est ce que j'ai trouvé dans le fantastique. Ça se trouve évidemment ailleurs, ça se trouve immensément dans les textes poétiques. Moi je lis des textes poétiques aussi bien que du fantastique, donc très jeune aussi. Voilà. Bon. Donc ça c'était le goût d'aller dans ces directions-là, et aussi ce que ça provoque chez soi quand on essaye de s'engager en profondeur avec des exigences. Alors après, sur l'écriture, au fond, l'écriture, peut-être que ça commence à partir de cette confrontation avec son temps, avec son époque, avec l'envie de poser des sortes de crans d'arrêt, pour ne pas utiliser le mot de résistance dont je me garderai très humblement, mais des sortes de crans d'arrêt par rapport à un certain nombre de forces plus ou moins sournoises, et souvent très sournoises, qui réduisent, il me semble, nos libertés. Donc il y a ce départ-là, cette volonté, c'est pas une volonté, c'est une sorte de réponse, une sorte de nécessité. C'est comme quand on envoie un ballon, ça rebondit, ça provoque une réponse. Voilà, il y a ce mouvement-là, et il y a en même temps le mouvement de faire son propre chemin, et ça c'est dans la confrontation avec le moyen même d'expression. C'est pas de la musique que je fais, c'est de la littérature. Ça veut dire que moi, ce qui me passionne, ce qui me captive bien davantage, tout en étant lié avec l'autre aspect, c'est que j'explore un moyen d'écriture, j'explore du récit, je fais des tentatives, je fais des expériences. C'est ça qui m'intéresse. Et là aussi, c'est comme le ballon, c'est-à-dire que la résistance de la langue me répond, la résistance du récit me répond. Qu'est-ce qui se passe? Dans quelle impasse je me trouve? Quel chemin je vais chercher à l'intérieur même de mon moyen d'expression? Et donc aussi le fait de faire bouger mon moyen d'expression, de ne pas le servir figé, mais oui, d'être dans une espèce de dialogue, de provocation mutuelle, de liberté encore,
Quelle liberté me permet la langue française? Quelle liberté me permet la construction d'un récit? Le roman, c'est difficile pour moi de définir un roman. Pour plein de raisons. D'une part, au sens le plus large possible politiquement, c'est-à-dire au fond commercialement, économiquement, le roman nous enferme. Aujourd'hui, l'étiquette de roman nous enferme. D'une part, elle nous enferme parce qu'elle est une sorte d'injonction. Marketing, disons-le clairement. Parce que c'est ça qui marche, en gros, quoi. Ça ne veut pas dire que tous les romans marchent. Mais d'autre part, aussi... littérairement, quoi. Comment on définirait un roman? On sait à peu près bien définir un roman du 19e. C'est toute une architecture, c'est des personnages, etc. Enfin bref. Mais aujourd'hui, justement, quand on est passé par un certain nombre d'ouvertures et d'affranchissements de règles de ce type, qu'est-ce qui fait roman? Alors après, c'est une longue discussion. Moi, je pense qu'on peut continuer de définir un roman, et je pense que, en particulier, ce qui fait roman, c'est un travail sur le temps. Et c'est ce qui m'intéresse aussi énormément, la représentation du temps dans un roman, c'est-à-dire quelque chose qui a une architecture complexe, un récit qui a une architecture complexe et qui pourrait s'appeler un roman, et qui manifeste, qui exprime une représentation du temps qui appartient peut-être à la société de mon époque. Donc ça m'intéresse. Ça, c'est des directions de recherche qui m'intéressent. Maintenant, le récit, ça c'est le zoom est plus étroit. C'est pas nécessairement une architecture complexe. C'est peut-être une architecture qui est pas plus simple. J'aime pas utiliser le mot simple, mais ça compose moins d'éléments ensemble, peut-être, et ça se concentre davantage. Et peut-être que ça permet de se rapprocher un peu plus de l'écriture poétique, c'est-à-dire justement avec cette concentration beaucoup plus grande sur ce qui sont les enjeux humains cruciaux à l'intérieur du texte, et sur la langue qui est pratiquée dans le texte. Voilà. Alors pour moi, que ce soit un roman, un récit, peu importe de la façon dont on l'appelle, mais il y a toujours une poétique du texte, au sens où moi je crois que le texte, dans sa facture même, c'est ça qui agit. C'est pas du tout un véhicule pour diffuser des idées, des propos, des intentions. Je crois que c'est faux de voir les choses de cette façon. Ce qui me semble juste, c'est ce que fait le texte. Et c'est ce que fait le texte qui fait des ouvertures sociales, qui pratique des changements de regard, des changements de perception de soi-même, des changements de lecture de notre monde. Ce que fait le texte. Donc ça veut dire qu'il faut le travailler dans sa langue même et dans sa composition. Voilà. Il y a un dialogue avec mon entreprise. Enfin, c'est une drôle d'entreprise, mais la Scie Patriotique, pour reprendre ces deux exemples. La Scie Patriotique, c'était une compagnie d'hommes en guerre, mais qui n'arrivaient jamais à rejoindre le front et qui se décivilisaient, au fond. Alors, la langue doit pratiquer ça, même. Dans Okosteni, c'est un détenu torturé qui s'évade par le rêve. La langue doit pratiquer ça. De la même manière que la construction du récit doit pratiquer ça, la décivilisation, par exemple, dans un cas, et cette espèce de temps éventail qui se déploie, qui se déplie, qui contient justement des replis, etc., ça doit être pratiqué dans la langue même et dans la construction du récit même. C'est pas projeté, je me dis pas alors, voyons, on va faire un... C'est pas ça du tout. C'est que je pars à la recherche de quelque chose. Mais cette chose-là, elle n'est pas projetée dans une intention. Elle est dans ce que me renvoient mes tentatives textuelles. Voilà, mes tentatives d'écriture, pas textuelles, mes tentatives d'écriture. J'ai
je pars dans une direction, et si je suis suffisamment habitée par, par ce qui doit se passer dans ce livre, si le contact est juste avec mon livre, oui, l'écriture va... De temps en temps, ça va partir faux, et je vais entendre que c'est faux, mais de temps en temps, par chance, ça va partir dans la direction qui me renvoie une sorte de reconnaissance. Je reconnais qu'il se passe là quelque chose d'intéressant, et donc ça m'entraîne à travailler dans cette direction-là. C'est formidable, la colère, c'est un moteur puissant. C'est un moteur puissant et c'est une nécessité. Moi, je sais que c'est pas poli d'être en colère, même en société. Je sais que c'est pas poli d'être en colère, mais moi, je me tape des colères colossales et et pour moi, c'est politique. Et pour moi, c'est politique. Et ça peut avoir des effets. Je l'ai vu dans ma vie. Ça peut avoir des effets. Être la personne qui soulève le problème avec colère, être la personne qui dit ça va pas dans un environnement de travail, par exemple, c'est important. Ça compte. Je me rends compte maintenant, avec l'âge, que ça compte. C'est très important, même. Sauf que la question qui se pose, et qui est une question et politique et littéraire, et qui me préoccupe beaucoup en ce moment, c'est la question de l'autorité. Qu'est-ce que c'est qu'être auteur d'un propos face à des gens? Qu'est-ce que c'est qu'être auteur d'un ouvrage, d'un livre qu'on publie face à sa société? Oui, le livre m'émeut et me meut. Mais je ne vais pas raconter ma vie. On s'en tape. Qu'est-ce que je viens faire ici, quoi? C'est toujours la question. Moi, ce que je viens faire ici, c'est participer. Comme c'est Roger Caillois qui dit ça dans un livre qui compte beaucoup pour moi, qui s'appelle Le Rocher de Sisyphe. Il dit je suis trop redevable aux hommes pour me dispenser d'apporter ma petite paillette. Un jour heureux, la chance aidant, à force de patience et de courage, dit Caillois, ma petite paillette au trésor collectif. Qu'est-ce qu'on vient faire tous là, sinon œuvrer dans cet esprit de contribuer du moins mal possible et selon nos convictions au bien au sens patrimoine collectif. J'écris pas pour m'exprimer, moi. Bon, voilà, je vais à la piscine si on veut, mais voilà. Mais il y a une relation entre cette colère et le motif d'un livre. C'est pas un livre engagé au sens où c'est pas un livre à thèse. Certainement pas. La littérature sert elle-même. Et moi, je sers la littérature. Je ne sers pas une cause. Mais qu'est la littérature, sinon aussi cette participation à la société? Il y a une longue transformation. C'est-à-dire que, oui, en effet, il y a des articles de presse ou des photos de presse, par exemple, qui provoquent un écho chez moi très puissant. Mais ce n'est pas de la documentation pour un livre. C'est une recherche de fond. Comme on dit, une recherche fondamentale en sciences dures, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre du laboratoire et qui va être constamment transformé. C'est comme un fleuve. Il y a des choses qui sont charriées comme ça. Et à la surface, remontent de temps en temps quelques éléments. Donc ça se passe plutôt comme ça. Alors oui, il y a de longues recherches permanentes, continues. Je lis de l'histoire, je lis des historiens, je lis des sociologues, je lis un peu de philo, trop peu à mon gré. Oui, il y a de la recherche permanente, mais permanente. Tout m'intéresse. Par exemple, je suis en train de travailler sur un film en ce moment, Vanishing Point, de Richard Sarafian. Ce que je suis en train de lire,
voilà, décidée que par rencontre, c'est Paul Klee, c'est Kandinsky. Et oui, il y a une espèce d'écho, de coïncidence, de claque puissant chez moi entre ce que je suis en train d'essayer de chercher, d'explorer avec Vanishing Point et les réflexions sur l'art de Paul Klee et de Kandinsky, par exemple. C'est comme ça que ça se passe. Un de mes berceaux, c'était André-Pierre de Mondiargue, si curieux que ça puisse paraître, et en particulier un ouvrage qui s'appelle Le Musée Noir. Et André-Pierre de Mondiargue avait repris à un auteur de polar qui n'est pas un des meilleurs, un des plus formidables auteurs de polar qu'on puisse imaginer, mais qui s'appelle Roy Vickers. Il avait repris à Roy Vickers justement le Musée Noir. Le Musée Noir, c'est une galerie de Scotland Yard où sont censés, je crois que ça existe vraiment d'ailleurs, où sont exposées les pièces à conviction des affaires. Alors, ce qui intéressait Roy Vickers, c'est Service des affaires classées, je crois que ça s'appelait. Et alors, c'était des affaires non résolues. Alors maintenant, évidemment, c'est passé dans les séries télé de vraiment très prestigieuses aujourd'hui, les cold cases. Mais c'était à cette époque déjà des affaires non résolues. Alors, on exposait des pièces à conviction. Et alors, il y avait ce truc formidable de la coïncidence entre deux affaires qui n'avaient absolument rien à voir l'une avec l'autre et qui révélaient la vérité sur les deux affaires. C'est quelque chose, c'est une forme. Cette forme de coïncidence entre deux étrangers qui ne vont être étrangers qu'extérieurement, mais qui vont devenir texte chez moi, ça c'est une forme tout le temps à l'œuvre chez moi, tout le temps à l'œuvre. C'est une écriture, une sorte d'écriture seconde. Il y a par exemple le travail de Walter Benjamin relève de ça. On peut écrire un texte avec des mots, avec des phrases. On peut écrire un texte avec des textes. On peut écrire de ces rencontres. Célèbre rencontre fortuite du parapluie et de la machine à coudre sur la table de dissection chez Lautréamont, dans Maldoror, voilà, dans les champs de Maldoror. C'est le même phénomène. Il y a quelque chose qui permet que l'intention n'écrase pas le travail véritable du texte, qui doit échapper à l'intention, parce que sinon c'est nul. Ce que je sais, c'est que le terme de musique est capital pour moi. Entendre mon texte est capital pour moi. C'est un des aspects de l'écriture. Que c'est incarné. C'est-à-dire que c'est pas seulement l'oralité, c'est le corps entier. Que le corps entier a une très grande importance comme instrument, pourquoi pas dire ça après tout, comme instrument d'écriture. Alors là, je vais rejoindre des grands anciens, ça c'est pareil, c'est quelque chose de vraiment très très connu, c'est la marche. Moi, je suis une marcheuse. Et oui, très très probablement, il y a un rythme dans la marche. Je suis une marcheuse et je suis aussi une danseuse pour mon plaisir. Le corps donne aussi la musique du texte. Alors ça a un rapport avec la ville, parce que, comment dire, par exemple pour Barnum des Ombres, je me suis longuement promenée, enfin déplacée, j'ai marché sur la Nationale 7 dans des coins de lisière où aucun piéton ne va. J'ai marché sur l'autoroute, enfin c'est pas l'autoroute, mais c'est presque l'autoroute. Mais il se trouve qu'il y a un chemin au milieu et qui est une piste cyclable et qu'on peut emprunter à pied. Donc on peut se rendre à pied du métro de Villejuif à l'aéroport d'Orly, par exemple, ce que j'ai fait, avec un plaisir immense. De la même manière qu'ici dans Paris, je vais aller aux lisières de Paris, je vais aller sur les quais, mais aux endroits où les piétons ne vont pas forcément. Ça, c'est la ville pour moi. C'est-à-dire que, oui, c'est pas forcément référencé géographiquement,
même historiquement d'ailleurs, mais ça allait dans la pratique des lieux mêmes, ça allait dans la façon de vivre les lieux mêmes, ça allait, oui en effet, dans le contact avec les autres corps. Ça me fascine, et en même temps je ressens aussi cette irritation qu'on ressent tous, mais ça me fascine les grands nombres, les foules. Par exemple dans le métro, comment nous y prenons-nous tous à avancer à des vitesses qui sont quand même assez intéressantes, assez importantes dans le métro, sans trop nous bousculer quand même, quoi. Cette espèce de perception du corps d'autrui, cette espèce de perception du corps collectif, mais qui est aussi une voix collective littérairement. Comment ça se fait que je parle depuis d'autres textes aussi, depuis des récits dans la presse, depuis des recherches d'historiens. C'est la même chose. C'est une espèce, bon, c'est le bruissement collectif de la langue de Barthes. C'est la même chose. Ma voix est une parmi d'autres. Mais cette voix-là, elle n'est pas pure. Elle est composée d'un certain nombre de textes qui appartiennent à d'autres et qui deviennent les miens. Ils deviennent les miens non pas parce que je les reprends comme ça, quoi, mais parce que je les visite. Et je les rends actifs, parce qu'ils sont actifs pour moi, parce qu'ils sont actifs dans mon cœur, ils sont actifs dans mon existence. C'est ça qui fait qu'ils sont aussi les miens. C'est ça la ville aussi. La ville, c'est qu'est-ce qui résonne sous tel tunnel de voiture, qu'est-ce qui résonne? Quelles sont ces perceptions de l'architecture que je peux avoir? Quelles sont les perceptions de mes contemporains, lointains, proches, en contact par le regard, sans contact par le regard, mais en contact par le corps, par le rythme, ou bien sans contact, solitaire, le bitume que quelqu'un a posé, telle pièce de métal qui indique Charleston et que j'ai trouvé ici en bas. Qu'est-ce que c'est? Voilà. Voilà, c'est tout ça. Mes écrits sont composés de tout ça.